Bienvenue sur Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro un architecte ou un designer, une marque reconnue ou émergente, un entrepreneur ou un influenceur, quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui dans tous les cas va nous parler déco. Son parcours, son métier, son quotidien, son univers, ses goûts, on saura tout. Enfin, j'espère. Aujourd'hui, je suis ravie de rencontrer Dorothée Melixon, la célèbre designer d'intérieur qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation en décembre quand Décodeur n'existait pas encore. Je le précise parce que j'ai trouvé ça vraiment très généreux de sa part, elle qui est si prisée, à l'affût des dernières tendances ou sur les chantiers. Vous connaissez l'hôtel des Grands Boulevards, l'hôtel Bachaumont, le Grand Pigalle Hôtel, l'hôtel Paradis, le Balagan, l'Expérimental Cocktail Club, la Compagnie des Vins. Eh bien, tous ces projets à la mode, et bien d'autres encore, c'est elle. Elle et son style convivial, qui ose les mélanges de couleurs, de motifs, de formes, de matériaux et d'époques. Résultat, plus qu'un décor pointu, Dorothée crée des ambiances qui ont forcément beaucoup de personnalité et dans lesquelles on se sent bien. Bonjour Dorothée. Bonjour Hortense. Merci de m'accueillir dans votre bureau. Ça fait 10 ans que vous avez lancé votre agence, vous aviez 27 ans je crois. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire à l'époque ? Pourquoi se mettre si vite à son compte ? En fait, pas si vite, parce que ça faisait déjà 6 ans que j'avais travaillé en agence de design. Et en fait, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Et assez vite, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour de mon travail en agence et j'avais envie d'essayer des choses par moi-même. Et en fait, je suis venue un petit peu à la décoration par hasard parce que j'étais vraiment designer produit. Et à l'époque, les propriétaires de l'Expérimental Cocktail Club m'ont proposé un premier chantier de déco qui était à l'époque le Prescription Cocktail Club, puis le moment où j'ai monté ma boîte du coup en 2009. Et voilà, et ça, je me suis dit pourquoi pas, essayons. Pourquoi pas se lancer. Voilà, je crois beaucoup aux opportunités dans la vie, donc j'essaie de profiter des choses quand on me propose des choses nouvelles. Et qu'est-ce que vous avez fait comme étude en fait ? Alors moi je suis designer industriel, donc je suis vraiment venue, comme vous l'avez dit, la déco par hasard. J'ai fait Strat Collège, donc c'est 5 ans d'études, enfin j'avais fait l'école de prépa de l'atelier de Sèvres avant, et j'ai été pendant mon cursus aussi aux États-Unis en échange à RISD, Rhode Island School of Design. Voilà, donc c'était un cursus assez intense parce qu'on apprend énormément de choses, on fait beaucoup de stages aussi. On est censé du coup maîtriser parfaitement le dessin technique, savoir faire des maquettes, savoir faire de la 3D. Et surtout, une partie qui est assez importante pour mon métier aujourd'hui, c'est qu'on fait beaucoup d'élaboration de concepts. On apprend à identifier un besoin et à y répondre. C'est ce que j'ai essayé un petit peu d'amener dans l'architecture d'intérieur, c'est de... Parce qu'on ne l'apprend pas en architecture quand on fait des études d'architecte. Un petit peu, moi je pense vraiment le concept c'est quelque chose qui est propre au design industriel, à plein d'autres métiers, mais particulièrement dans le design où on essaye de découvrir un besoin et créer le produit qui va découler de ce besoin. Et moi j'ai essayé beaucoup de faire ça dans mon métier aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de m'interroger sur les lieux et d'essayer d'identifier la clientèle qui va y aller, le quartier dans lequel on est, quelles sont un peu les attentes des gens et de découler le projet en fonction de ça, que ce soit le style, que ce soit la scénographie, que ce soit l'offre même, parce qu'on va assez loin dans les projets, on participe un peu à tout. Voilà, on essaie vraiment d'identifier quelque chose et de créer à chaque fois un produit nouveau et adapté et de ne pas dupliquer éternellement le même système. Donc ça nous demande beaucoup de boulot parce que c'est à chaque fois repartir à zéro. Mais je pense que c'est la partie intéressante de mon métier aussi et c'est comme ça que je le raccroche un peu le fil à mes études, à la raison pour laquelle j'ai fait ce métier-là. C'est plus que de faire du style, j'aime bien l'idée d'essayer de créer à chaque fois des nouveaux concepts de lieux différents. Oui, on va en reparler tout à l'heure parce que si je reviens là-dessus, aujourd'hui il y a plusieurs thèmes qui sont utilisés pour vous définir. C'est marrant, on vous dit donc architecte globalement, parfois on entend décoratrice. Vous dites que vous êtes une agence de design, sur Instagram vous écrivez designer d'intérieur. Vous avez toutes ces casquettes, est-ce que vous pouvez nous aider à y voir plus clair et sur le métier que vous faites concrètement ? C'est compliqué les noms, c'est beaucoup les diplômes. Moi je suis designer industriel, du coup de formation et de diplôme. Et après maintenant je suis plutôt designer au sens large puisqu'on fait le design d'intérieur entre guillemets, l'archi d'intérieur. On fait aussi tout le design graphique des lieux, tout le design de mobilier. Et évidemment à la partie décoration qui est le dernier maillon des projets. Mais c'est vrai que je ne me considère pas comme une décoratrice parce que comme on est très en amont, qu'on fait tout le space planning, tous les plans, toute la partie technique des projets et qu'on suit toute la construction,
La décoration, mine de rien, même si c'est la seule chose qu'on voit, c'est peut-être ce qui nous prend le moins de temps en fait dans les projets, surtout dans les projets d'hôtel qui sont très très prenants en termes techniques, d'organisation, de chambres, de salles de bain, de faire passer les clims, de travailler le rez-de-chaussée, est-ce qu'on fait un restaurant, est-ce qu'on n'en fait pas, comment on fait la réception, est-ce qu'on fait un bar, voilà. Il y a beaucoup de travail d'organisation d'espace et d'essayer de définir le concept du lieu de manière à ce qu'il soit le plus adapté possible et éviter d'avoir c'est toujours un peu ma hantise, des salles de petit déjeuner vides, des lieux qui ne vivent pas. On essaie vraiment, et ça depuis le début, quand on a commencé à faire des hôtels à Paris, de tourner la restauration vers la rue, d'essayer de capter le plus possible de Parisiens, le plus possible de clientèle locale, d'essayer vraiment de mélanger les gens, plutôt que d'éviter d'avoir les hôtels remplis de touristes et qui n'ont aucun lien avec la population locale. Et je pense que c'est vraiment un win-win parce que les Parisiens, du coup, vont plus dans les hôtels et découvrent un autre type de clientèle et rencontrent des gens. Et les étrangers ou les touristes rencontrent un peu des Parisiens, se mélangent un peu à ce monde-là. Et je pense que c'est le mélange qui est sympa. Et j'aime bien l'idée que les gens se rencontrent, que les gens papotent. On fait vraiment des scénographies pour que les gens interagissent, forcer un peu la conversation. Justement, vous en parliez sur l'envers du décor. Nous, on a la facette plutôt glamour de ce métier. On découvre les projets terminés qui sont impeccables, tendances, les photos dans les magazines. Mais derrière ça, on soupçonne qu'il y a le suivi de chantier, la comptabilité, le rétroplanning, le cahier des charges. Est-ce que vous, Dorothée, vous êtes juste sur la partie créative ou est-ce que vous gérez tout ça ? Est-ce que votre métier, c'est de donner des impulsions et vous déléguer ou vous êtes concrètement sur les chantiers ? Non, notre métier, c'est de faire tout ça. C'est pas le plus facile. Non, on est concrètement sur les chantiers. On y va tout le temps, au moins une fois par semaine. On fait évidemment toutes les mises à jour qu'il faut faire suite aux découvertes des chantiers. On gère les budgets. Je m'en passerai, mais hélas, oui, on gère les budgets. On essaie de rentrer dedans. Souvent, mais nos clients, moi, personnellement, mon bureau. Mais moi, personnellement, je l'ai fait éternellement. J'essaie de moins le faire parce que je ne pense pas avoir une énorme valeur ajoutée à faire des tableaux Excel. Mais forcément, on le fait. C'est essentiel. En fait, ce qui se passe, c'est que nos clients nous donnent des budgets globaux et il faut rentrer dedans. Et après, que la chaise coûte tant, la lampe coûte tant, qu'un lavabo coûte ci ou ça, et ce n'est pas leur souci. Le truc, c'est que il faut qu'on rentre dans l'enveloppe parce que, mine de rien, les projets qu'on fait, comme on fait que des bars, hôtels, restaurants, c'est des projets qui doivent être rentables. Au-delà d'un certain montant, en fait, surtout dans l'hôtellerie, où vous faites le prix des chambres après qu'on ne peut pas dépasser, c'est un milieu assez concurrentiel et un hôtel 4 étoiles dans le centre de Paris, ça vaut tant. Si on dépasse trop du budget, en fait, on passe au-delà de la rentabilité et du coup, le projet n'a plus de sens. Donc on est quand même assez contraint par ça. Et la technique nous prend énormément d'argent puisque tout ce qui est isolation thermique, isolation acoustique, la climatisation, c'est des obligatoires et hélas, on ne peut rien faire, ça coûte tant et ce n'est pas négociable. Du coup, après, il faut essayer de jongler pour avoir le mieux possible sur tout ce qui va être visible. Donc, la qualité des marbres, la qualité des bois, les banquettes. Donc, on essaie vraiment de tirer les prix pour que le client, à la fin, ait entre guillemets, le meilleur résultat possible par rapport à l'argent que lui va dépenser. Et dans ce qu'il voit et dans ce qu'il ne voit pas. Donc, c'est beaucoup tiré là-dessus. Mais ça reste essentiel pour nous de toujours se poser la question du client. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on arrive à bien faire ici. C'est que c'est le centre de notre projet, c'est le mec qui va venir dormir à l'hôtel ou la nana qui va venir dormir dans l'hôtel à la fin, utiliser la salle de bain, prendre une douche. Et on essaye de ne pas les décevoir et c'est pour moi le cœur de tout. Si je vais voyager en Californie, choisir un hôtel pour aller dormir à Los Angeles et que l'hôtel me déçoit, ça peut vraiment être un truc qui m'attriste. Je pense que les gens n'ont pas beaucoup de vacances, pas beaucoup de temps. Et quand sur leur semaine de vacances ou leur semaine à Paris, ils vont venir dormir dans un des hôtels que j'ai fait, au-delà de l'argent qu'ils vont dépenser, c'est surtout un temps précieux pour eux. Et voilà, et j'essaye le plus possible de ne pas les décevoir. C'est de jamais tricher avec les photos, on essaie de donner le max possible, d'être vraiment dans le bon prix, d'être dans le bon positionnement. Et c'est un vrai souci pour moi. Je pense vraiment à cette personne-là tout le temps. Et à l'agence, c'est le cas aussi de tous les architectes qui sont là. L'agence on n'est pas beaucoup, on est 5 ou 6. Oui, d'accord. Un chantier, ça dure combien de temps en moyenne ? Un chantier d'hôtel, ça dépend. Ça peut entre 1 et 3 ans, selon la difficulté des projets. L'hôtel des Grands Boulevards, où par exemple on a rajouté un étage, ça a été un assez gros chantier. En général, quand c'est des chantiers d'hôtels, des anciens hôtels, où on fait principalement pour le coup un peu de space planning et surtout beaucoup de déco, ça peut prendre 1 an. Et les projets... C'est quoi le space planning ? Je vous coupe, mais ça fait 2 fois que vous le dites. Ouais, c'est un terme qu'on utilise, mais c'est vraiment l'organisation d'espace et d'ailleurs vraiment répartir les espaces, de dire voilà l'espace qu'on va allouer aux chambres, voilà l'espace qu'on va allouer aux surfaces publiques.
Et c'est vraiment organiser ça. Et c'est vrai que sur des chantiers comme l'hôtel Bachaumont, comme l'hôtel Les Grands Boulevards, comme l'hôtel Henrietta, où on récupère un immeuble et on va complètement le vider pour récupérer des plateaux vides, on est sur des temps plus longs. Surtout que dès qu'on commence à ouvrir les murs et les planchers, on a toujours des surprises assez mauvaises en général. Et du coup, les temps s'allongent à ce moment-là. Et justement, comment vous abordez les nouveaux projets? Comment on s'approprie un lieu? On vous dit que vous avez cette adresse-là et d'en faire un hôtel qui marche, tendance, joli. Alors, tendance, c'est pas le brief, parce qu'on essaie de faire des lieux qui durent, surtout dans l'hôtellerie. Les temps de vie des lieux raccourcissent de plus en plus. Et c'est pas quelque chose de hyper souhaitable parce que c'est quand même un grand gâchis de refaire les lieux tous les 2-3 ans. Donc, non, on essaye quand même d'être sur des tendances de fond. Moi, je crois beaucoup à l'âme des lieux. Alors, c'est un côté un peu mystique, mais c'est vrai que pour moi, c'est important de le respecter. Et c'est pour ça qu'on est très attentif à l'immeuble, ce qui s'y est passé, qui a vécu, le quartier, la raison pour laquelle il a été là, quel architecte l'a fait. On essaye aussi de jamais arriver avec des concepts préconçus. Je me dis pas, tiens, j'ai envie de faire ça en ce moment. On s'adapte à l'espace, purement, à la forme des pièces, à la hauteur sous plafond, et on crée vraiment le projet en fonction de l'espace. Et pour moi, c'est un peu une manière de respecter l'âme des lieux et je pense que c'est vraiment à moi de m'adapter à lui et pas à lui de s'adapter à nous. C'est très important pour moi et je crois que c'est aussi pour ça que les lieux qu'on a fait ont des good vibes, entre guillemets, que les gens s'y sentent bien, c'est qu'on a fait attention à ça. Et du coup, la manière de commencer, on fait beaucoup de recherches historiques. On passe beaucoup de temps aux archives, on regarde. Et s'il n'y a rien, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Après, on ne s'en inspire pas forcément. Parce que parfois, on arrive à trouver des choses, surtout à Paris, il y a quand même beaucoup d'immeubles qui datent de l'époque d'Art déco. Donc ça peut pas systématiquement être une inspiration. Mais on trouve toujours un truc, on trouve toujours une anecdote, même quelque chose qui s'est passé dans la rue. On arrive toujours à raccrocher quelque chose à ça. Ça peut être des inspirations qui ne sont pas historiques. Par exemple, quand on a fait l'hôtel Panache, c'est un hôtel d'angle où toutes les chambres étaient triangulaires. Hyper difficile de bosser sur des chambres triangulaires quand tout ce qu'on doit faire entrer est carré, un lit, un bureau, un placard. Et en fait, on s'en est servi de point de départ pour le coup, des formes des chambres pour créer notre concept. Donc voilà, on arrive toujours vraiment à trouver quelque chose. Ouais. Ça peut être en retard, on s'est inspiré des façades des immeubles des rues. Enfin, on arrive toujours à trouver quelque chose. Ou un détail de balcon qui nous permet de dessiner un motif, ça peut être une porte. Justement, à votre niveau, où est-ce qu'on trouve l'inspiration? Comment vous faites pour avoir une longueur d'avance sur les tendances? Ouais, je sais pas si on a une longueur d'avance, mais c'est compliqué parce qu'en fait tout le monde lit les mêmes choses, voit les mêmes comptes Instagram, lit les mêmes magazines, donc on est très soumis à ça. J'essaye de faire en sorte au bureau que personne ne traîne trop sur Pinterest parce que c'est mine de rien une influence importante. C'est top quand on fait des apparts et pour chez soi, mais c'est vrai que pour nous, à force de voir les mêmes images, mine de rien, ça joue un peu. On essaye, le fait vraiment d'avoir un point de départ et de faire un fil et de le dérouler, ça nous permet quand même de se raccrocher toujours à ce fil. Ouais. Donc on essaye vraiment au début de raconter une histoire. On écrit un petit rédactionnel en disant voilà, notre point de départ c'est ça, l'histoire qu'on veut raconter c'est ça. Et j'essaie du début à la fin, on fait souvent une petite présentation avec 5-6 images et on essaie toujours dès qu'on dessine un truc, même à la fin, même un an après quand on redessine un truc, de reprendre cette présentation et de se redire ok, il faut se raccrocher à l'histoire de départ, que le fil continue. Et après ça va être dans le dessin de se dire on a une inspiration classique puisqu'on essaie quand même d'être toujours sur des tendances de fond et on va le twister. Ouais. Et après c'est dans le dessin qu'on va donner de la modernité, c'est dans les couleurs qu'on va se raccrocher à des choses plus contemporaines, plus d'actualité entre guillemets, mais on essaie quand même d'être sur un truc assez classique. D'accord. J'en reviens juste à votre planning. Pour imaginer encore mieux vos journées, ou plutôt vos semaines, j'ai choisi des créneaux et je me suis dit que vous pourriez imaginer ce que vous seriez en train de faire à ce moment-là. Je vous explique par exemple, vous faites quoi le lundi à 9h? En général, je suis au bureau. Ouais. Le mardi à 15h. En fait, le truc, c'est que ça va être assez facile. Moi, je suis encore beaucoup au bureau. Je fais pas beaucoup de prospection et je voyage beaucoup. Donc, en fait, soit je suis dans un avion ou un train. Beaucoup pour les chantiers. En fait, on voyage beaucoup la semaine pour être sur nos chantiers, parce qu'on a beaucoup de chantiers à l'étranger en ce moment. Moi, je voyage beaucoup les week-ends pour chercher de l'inspiration ou pendant les vacances. Et sinon, j'ai vraiment un travail pur et dur de dessin. On est sur les chantiers à Paris. Ouais. Donc, moi, je dois être peut-être 2 jours par semaine sur les chantiers. Et le reste du temps. Et le reste du temps au bureau. Donc, on squeeze la semaine. Et quel est votre moment de la journée que vous préférez? Le matin, le soir, ou à quel moment vous êtes le plus inspiré ou le plus efficace C'est compliqué, c'est dur à dire parce que les journées sont remplies. Le soir, c'est toujours un moment cool parce que c'est plus calme et on arrive bien à travailler. Mais c'est vrai que j'essaie de moins travailler le soir. Moi, je travaillais beaucoup le soir et la nuit. J'essaie d'avoir des journées plus normales. Donc, mes journées se découpent un peu. Je déjeune jamais, donc c'est vrai que je reste au bureau quand je suis au bureau.
Mais on fait, je fais 9h, 9h, 19h ou 9h, 20h sans trop bouger. Et j'essaie de finir ma journée. On a beaucoup... À 20h. Et qu'elle déborde pas trop. Ouais. Elle déborde quand j'ai pas le choix. Et c'est pas négatif ce que je vous dis, j'aime bien bosser le soir, mais j'essaie de rester sur un truc un peu contrôlable parce que ça fait déjà des longues journées. En termes de style, même si tous vos lieux sont différents, vous avez une patte, un style qui est reconnaissable entre tous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Comment vous le définiriez? C'est toujours... Oui, je suis d'accord avec ça. C'est très difficile à dire, à définir. Je pense que c'est le dessin, en fait. C'est qu'on fait des choses très dessinées. Et de plus en plus, on essaie vraiment de tout faire. Là, on fait un gros projet d'hôtel à Minorque. J'ai même dessiné les lavabos. On va vraiment le plus loin possible. Et en fait, comme c'est moi qui dessine beaucoup les meubles et tous ces trucs-là, je pense que c'est ma patte, en fait. Et je fais beaucoup d'arrondis, beaucoup de choses qui me ressemblent, et dans les couleurs et dans La palette et dans de les couleurs, formes. par exemple. Ouais, elle évolue beaucoup, mais les mélanges restent toujours un peu les mêmes. J'utilise très peu de couleurs vives, par exemple, beaucoup de couleurs un peu passées, beaucoup de vraies couleurs. Je suis pas du tout quelqu'un qui me reconnaît dans le gris ou dans le beige. Après, là, on utilise du violet, une couleur que je n'utilisais jamais avant, mais on fait des petites variations, mais j'ai un goût, comme tout le monde, et je reste un peu là-dedans. Et après, je vous dis, c'est vraiment dans le dessin. C'est que j'ai ma manière de dessiner et je pense que ça se voit. Et on essaie beaucoup de continuer là-dessus. Et c'est important, je pense, d'avoir quand même un style, de pas, entre guillemets, manger à tous les râteliers, d'identifier ce qu'on est. Moi, je suis maximaliste, on charge beaucoup la mule parce que j'aime bien. Par exemple, que dans le projet de Venise, on utilise, je sais plus combien, j'ai fait les palettes cette semaine, mais je crois 27 couleurs pour tout l'hôtel, c'est beaucoup. C'est risqué. Oui. C'est toujours, on va toujours sur des trucs, on est sur le fil du rasoir de est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va pas. Mais c'est un truc qui est important pour moi, c'est d'oser un peu et c'est aussi comme ça qu'on se démarque parce que si on ne fait que des choses très polissées, on risque de faire des choses qui se ressemblent. Et je pense que c'est important d'avoir une identité. En tout cas, ça l'est pour moi. Et j'aime bien cette prise de risque. Ouais. Parfois, je ne vous cache pas que ça m'empêche de dormir. Parfois, je me dis, oulala, j'ai vraiment forcé la jaune plus rouge plus vert. Ouf. Et en fait, j'ai tendance à me faire confiance. Je me dis, ok, j'ai dessiné comme ça, j'attends que ce soit fini. Alors, les trucs, quand les chambres témoins sont en train d'être montées, tout le monde me regarde, me dit, mais Doro, mais qu'est-ce que t'as fait? Tout c'est complètement. Laissez-moi finir. Et en général, et même moi, je suis là, oulala. Et en général, quand tout se met en place, ça marche. Mais c'est vrai qu'on ose, et j'aime bien ce danger-là. Je pense que si on fait des trucs trop basiques, je m'ennuierais un peu. Mais justement, ce que vous parlez de dessin, vous réalisez beaucoup de choses sur mesure à la main, notamment le mobilier. Comment vous travaillez sur cet aspect-là? Et surtout, pourquoi vous n'achetez pas ou vous chinez pas? J'ai beaucoup chiné au début. On a beaucoup chiné. C'était pour des questions de budget, des questions de style. Voilà, on le fait moins aujourd'hui. L'idée, encore une fois, c'est de faire des choses originales qu'on n'a pas vues partout. Oui. Et c'est vrai que si j'utilise la lampe que tout le monde a en ce moment, la table que tout le monde a en ce moment, je vais faire des intérieurs qui ressemblent à ce que tout le monde voit. Et je pense que les gens qui aiment bien mon travail et qui me suivent sont contents de l'audace un peu qu'on y met et de faire des choses nouvelles. Et c'est en dessinant en fait qu'on y arrive. On arrive à... Alors, c'est pas une obligation, parfois on achète des choses parce qu'on a vu une lampe qu'on aime bien. Il y a plein de designers que j'adore et que je suis hyper contente de leur acheter des trucs. Mais c'est vrai que très souvent on dessine pour avoir des choses nouvelles et on dessine des choses de plus en plus compliquées. Donc vous n'avez pas peur de vous enfermer dans un style parce que vous êtes constamment en train de vous renouveler? D'avoir un style, je pense que c'est bien et ça je suis assez contente de ça. Après de se renouveler en permanence, oui. De toute façon on est obligé parce que sinon on s'ennuierait. Donc il faut la partie au dessin, c'est quand même le truc le plus excitant de ce métier. Et si c'est pour dessiner des choses qu'on a déjà dessinées, autant que je fasse un métier plus simple. C'est un métier très difficile quand même, l'archi d'intérieur. Les chantiers c'est très difficile, c'est des milieux tendus, on a du mal à être à l'heure, on est toujours en dépassement, il fait froid, c'est pas évident. Hein. Donc la partie vraiment plaisir de tout ça, c'est la création, quoi. Donc c'est hyper important pour moi. Et dans les projets, le protocole de travail, c'est toujours le même ou il évolue d'un chantier à l'autre? Est-ce que vous arrivez à tirer des enseignements d'un projet à l'autre? Vous remettez en cause vos choix ou c'est une mécanique bien huilée et sur J'aimerais chaque projet? tellement que ce soit une mécanique bien huilée, non. Non, et en fait, moi, je fais exprès de déconstruire tout le temps. C'est que j'ai vraiment l'impression que quand on a trouvé la recette, c'est la fin. Parce que déjà, j'ai décidé de faire que des bars, hôtels, restaurants et c'est un milieu qui évolue énormément. Rien n'est figé par le fait qu'il y ait un lit dans une chambre. Mais sinon, ça change beaucoup. Qu'est-ce qui change?
La consommation, déjà Airbnb a beaucoup changé Ah l'hôtellerie. oui, dans ce sens-là, d'accord. Oui, les gens consomment les hôtels différemment, Ouais. passent selon les périodes plus ou moins de temps dans leur chambre. L'importance des salles de bain a évolué, l'importance des placards a évolué, la manière dont les gens travaillent dans leur chambre a évolué, et ça continue à évoluer énormément. Donc si on reste pas un peu alerte sur ces sujets-là, on va passer à côté. Et je pense que c'est hyper important de se remettre en cause. Je pense qu'encore une fois, ça fait vraiment partie du métier de designer, c'est d'être à l'affût, de se remettre en cause en permanence. Et si j'avais une méthodologie de travail hyper huilée, que je travaillais toujours avec les mêmes fabricants, toujours avec les mêmes entreprises, ce serait un super confort. Parfois j'aimerais bien, mais en même temps, tous mes projets commenceraient un peu à se ressembler. Ouais. Et c'est ce que je fuis beaucoup. Donc on est perpétuellement dans l'inconfort. Et c'est ça qui nous rend bon, je pense, c'est ça qui nous rend créatifs, c'est l'inconfort. C'est marrant que vous parliez d'inconfort parce que j'allais vous poser la question du fait que vous imaginez beaucoup de lieux avec l'Expérimental Group, l'Hôtel des Grands Boulevards, le Balagan, Henrietta, etc. Est-ce que, j'allais vous demander, c'est un peu par facilité et confort et confiance mutuelle évidemment, ou bien est-ce que vous essayez encore de les surprendre? Alors par facilité, non, parce que ça doit être mes clients les plus durs. Non, en fait, j'ai grandi avec eux, parce qu'on est copains avant tout et je les connais depuis très longtemps. On a une culture commune, on voyage encore beaucoup ensemble, on va voir beaucoup de concepts. Donc ça, c'est assez chouette de travailler avec des gens et d'être assez aligné sur cette partie-là. J'ai aussi la chance de les avoir comme clients qui me font énormément confiance. Ouais. Ils nous laissent libres à 100%, surtout. Ils vous donnent encore des briefs pour chaque projet? Jamais. Non, on est complètement libre surtout sur comment va être le restaurant, pourquoi, voilà, ça c'est assez... Vous êtes libre, mais qui décide au final? On décide ensemble, c'est-à-dire qu'on leur présente tout, mais ils nous font beaucoup confiance. Qui décide, on décide ensemble, on dira. Mais on fait beaucoup de conseils. Voilà, après, eux, ils ont une logique aussi business que nous, on n'a pas forcément, donc qui fait qu'ils ont parfois des approches différentes. Mais on est globalement sur la même longueur d'onde, et ça, c'est chouette d'être hyper libre. Vraiment, à part un budget, c'est tout ce qu'on m'impose. Donc ça, c'est chouette, et surtout sur tout ce qui est projet à l'étranger, qui peuvent être très boulimiques et fatigants. C'est aussi des gens qui sont très proactifs. Ils arrivent à avoir des permis de construire quand tout le monde n'y arrive pas. Ils arrivent à balayer un peu d'un geste de la main tous les problèmes. Donc ça, c'est très agréable pour nous de ne pas être coincés sur des trucs qui sont bloqués indéfiniment. Donc ils ont un côté assez magique pour ça. C'est très agréable. Mais je suis très contente de faire des projets avec d'autres gens à côté aussi pour apprendre des nouvelles choses, pour me mettre un peu en danger aussi sur ces parties-là. Vous avez d'autres clients, mais eux, est-ce qu'ils feraient appel à quelqu'un d'autre? Oui, c'est déjà le cas. Oui, parce que déjà, on ne peut pas faire tous leurs projets. Ils en font beaucoup. Et c'est toujours des projets qui vont assez vite, donc il faut quand même être très disponible. Et puis je pense qu'eux aussi ont envie de travailler avec des nouvelles personnes, de voir des nouvelles choses. Et moi, je suis ravie, je leur ai même fait des listes de designers avec qui travailler. Je pense que c'est encore une fois, c'est win-win, quoi. C'est-à-dire que moi, j'apprends de leur nouvelle expérience. Eux, ils apprennent de moi, des autres projets que j'ai fait à côté. Je les ai beaucoup aidés aussi dans leurs projets. Il y a des projets que je leur ai trouvés. Je les ai beaucoup mis en relation avec des gens. Et réciproquement. Donc, c'est assez chouette. Mais notamment l'hôtel qui vient d'ouvrir à Verbier, ils l'ont fait avec Fabrizio Casiraghi. Ils ont fait un projet à Londres avec Fran Nickman. Et leur tout premier projet aussi, l'Expérimental Cocktail Club à Paris, n'a pas été fait par moi. Voilà, donc ils travaillent avec d'autres gens et je trouve ça top. Ça me pose vraiment aucun problème. Les gens me disent souvent, là, mais ça te... Au contraire, non, je trouve ça chouette. Je ne suis pas du tout quelqu'un de possessive. C'est pas du tout. Vous, qu'est-ce qui vous fait accepter les projets ou les refuser? Est-ce qu'il y a une question de budget? Parce que plus l'enveloppe est importante, plus vous allez pouvoir vous faire plaisir. Ou est-ce que vous avez d'autres critères de sélection? On a plein de critères de sélection. Les budgets, d'une certaine manière, oui. Nous, on a fait principalement des hôtels 3-4 étoiles. On s'est rentré dans des budgets un peu serrés, mais trop serrés, c'est trop difficile. Surtout avec le temps. Je vous dis, je suis tout le temps dans l'inconfort, mais il y a des trucs où j'aimerais gagner un peu en confort. C'est-à-dire que la lutte et la négociation permanente, c'est un peu dur. Mais voilà, c'est toujours intéressant créativement. C'est-à-dire qu'on travaille sur des calpinages, on travaille moins sur des matériaux haut de gamme, mais il faut rester créatif. Donc, dans une certaine mesure, c'est pas vraiment un choix de décision. Ce qui va l'être, c'est le lieu. Vraiment, moi, je dis, il y a des lieux qui me parlent pas, la plupart. C'est-à-dire faire un énième hôtel... ça nous intéresse pas particulièrement. Il faut quand même qu'on ait des clients qui soient passionnés, et j'en ai eu plein, passionnés par ça. Nous, on a, comme vous le disiez tout à l'heure, on adore apprendre, enfin surtout moi, j'adore apprendre, et avoir un nouveau client qui va me faire découvrir un tout nouveau aspect de l'hôtellerie ou de la restauration, c'est top. Avoir un client qui fait un hôtel de plus, ça m'intéresse pas beaucoup.
J'ai souvent dit à mes clients, moi la présence, enfin le maître d'ouvrage, c'est notre client, il me faut un maître d'ouvrage. S'il n'y a pas de maître d'ouvrage, autant que je fasse les hôtels toute seule. Ouais. Donc c'est important. Le maître d'ouvrage est important, le lieu est important. Et après, il y a aussi des projets qu'on refuse parce que je veux garder une petite agence. Je veux continuer à travailler moi beaucoup sur les projets, beaucoup dessiner. Et du coup, on est limité par notre capacité. Ouais. Et pourquoi vous ne faites pas les particuliers? Pour cette histoire de concept un peu. J'aime Ils beaucoup osent travailler moins. sur le concept d'un lieu. La mécanique des appartements est assez rodée. Donc il n'y a pas de concept. De toute façon, il y a une seule personne une seule famille qui va y vivre. On est moins dans la confrontation. Et c'est principalement du style et de la déco. Et c'est pas forcément, je sais pas, c'est pas forcément un truc. Je l'exclus pas, hein. C'est complètement possible un jour qu'on en fasse dans des contextes particuliers. Mais je sais pas, il y a un côté parler de rangement, de placards, de trucs, ça m'angoisse un peu. Je préfère être sur des trucs. Est-ce qu'on fait un restaurant? Pourquoi? Cuisine ouverte ou pas? Combien de couverts on arrive à mettre? Ça va être qui le chef? Ça va être quoi la vaisselle? Voilà, ça j'aime bien. Et pour l'instant, j'ai pas du tout l'impression d'en avoir fait le tour. Donc je reste un peu là-dedans. Et puis c'est une question de taille. Nous, on fait 5, 6, 7 projets par an. Et en fait, on arrive en faisant que des bars, hôtels, restaurants, à faire 5, 6, 7 projets par an. Le jour où je me dirais, oh là là, j'arrive plus à trouver de projets qui m'excitent, je serais ravie de travailler sur le résidentiel et d'essayer d'amener quelque chose de nouveau là-dedans. Mais pour l'instant, pas encore. Vous enchaînez les chantiers, justement, vous le disiez là. Est-ce que vous avez le temps de déconnecter à la fin de chaque chantier, de fermer la porte, de souffler et de passer à autre chose, ou vous êtes sans cesse dans cette énergie créative? Hélas, on est sans cesse dans l'énergie créative et j'aimerais bien parfois souffler après un chantier. Ça, je pense qu'en 10 ans, je n'ai jamais soufflé après un chantier. C'est le lendemain matin ou même l'heure d'après le rendu de chantier, on est déjà sur un autre chantier. Et ça, c'est assez pénible. Mais j'ai juste un petit rituel, c'est qu'à chaque fin de chantier, je m'offre un beau cadeau. C'est une manière de me dire, bon, c'est pas rien, on est allé au bout de ce truc. Matérialiser la fin. Ouais, un truc, pourtant, je suis pas très... j'achète pas beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est un truc important pour moi de me dire, voilà, je me suis acheté un beau sac, une jolie chaise, quelque chose dont j'avais envie et de le raccrocher en me disant, voilà, c'est ma récompense de ce gros chantier. Je voulais parler un peu avec vous de votre notoriété. En fait, le fait de travailler uniquement sur des gros projets qui sont assez attendus, est-ce que vous avez la pression ou pas? J'ai la pression, en fait, j'ai la pression de moi. Hein. Je suis assez, comme beaucoup de gens, hein, je suis mon propre ennemi. Moi, je suis très exigeante avec moi-même, très exigeante sur la qualité des projets qu'on rend, très, très, très dure. Je crois que les gens sont plus sympas avec moi que je ne suis sympa avec moi-même. Ouais. Donc, non, la pression, c'est ça, c'est de ne pas décevoir. C'est vraiment ce truc, c'est plus que de faire de la nouveauté, plus que machin, c'est de me dire, on fait un hôtel à Venise, on fait un hôtel à Minorque en ce moment. Les gens qui vont venir dormir dans cet hôtel à Minorque vont peut-être passer une semaine de leur été là-bas. Vont venir peut-être même à Minorque parce qu'il y a cet hôtel, parce que c'est vraiment un truc de destination. Moi, j'ai découvert des destinations parce que je voulais aller voir l'hôtel. Donc, ils vont venir et ce moment-là qu'ils vont me donner de leur vie, je ne peux pas le cramer. Donc, il faut que je fasse les choses bien. C'est ça ma vraie pression. C'est pas tant le style ou c'est vraiment de me dire alors le service je le maîtrise pas, hélas, il y a des choses qu'on maîtrise pas dans le truc, donc ça peut jamais être parfait, mais je veux que quand il rentre dans sa chambre, que le confort soit maximal, et ça c'est très important, et ça c'est ma vraie pression. C'est pas la presse, c'est vraiment ça, c'est que les gens soient pas déçus. Du coup, vous répondez à ma question d'après où je vous demandais, est-ce que vous courez après le buzz d'une certaine manière en travaillant uniquement sur des gros projets ou pas du tout? Une fois que le lieu fonctionne, vous avez terminé, vous, après, ça vous est un peu égal? Et là, ça nous est pas égal parce qu'on fait beaucoup le SAV. Ah ouais? Ouais, c'est une grosse partie de notre métier aussi. Hein. Le principe des lieux publics aussi, surtout quand on fait des bars, les gens dansent, se balancent sur les chaises. Donc on a de la casse, on a des trucs à refaire tout le temps. Ça prend. C'est vrai qu'on n'y pense pas. Ouais, c'est une grosse partie de notre métier. C'est pas la plus sympa. Donc non, un lieu n'est jamais, n'est jamais derrière nous. Et puis j'y vais beaucoup, moi. Je sors beaucoup, je vais beaucoup beaucoup dans les lieux qu'on a fait, justement pour voir ça et pour voir comment les lieux vivent. En fait, sur cette histoire de ne pas avoir de formule magique, il y a des lieux qu'on a fait où on a fait des erreurs, évidemment. On continue à en faire. Mais j'essaie de les corriger. Et en fait, le fait de ne jamais refaire la même chose, en fait, on recrée des nouvelles erreurs. Des choses en fait, auxquelles on n'avait pas pensé, qui marchaient très bien. En changeant notre système, on crée des nouveaux trucs. Donc j'essaie de beaucoup aller dans les lieux pour corriger ça, voir comment les gens consomment, comment les gens s'installent. C'est très important pour moi. Donc on passe beaucoup de temps
beaucoup de temps sur cette partie-là. Et après, pour votre question sur courir le buzz, non, pas du tout. Non. C'est pas un... je suis très contente d'être médiatisée. Hein. Je vais pas dire le contraire parce que du coup, nos clients sont contents parce que, mine de rien, les hôtels, il faut quand même que les chambres se vendent et les restaurants aussi. Donc, c'est ce qui me permet de bosser. Puisque quand un lieu fonctionne, mon client va me dire, du coup, on peut en faire un autre derrière, un autre derrière, un autre derrière. Donc ça, c'est génial. Ça me sert énormément. Mais c'est pas quelque chose que je recherche. De toute façon, je pense que dans la vie, quand on cherche le buzz, on l'a pas. Je pense que le buzz, il vient parce que ça vient des gens et que les gens aiment bien ce qu'on Oui, fait. puis c'est du travail. Oui, bien sûr. Mais tout n'est que du travail de toute façon. Vous êtes actuellement une poignée de designers d'intérieur comme vous, un peu des jeunes femmes dans l'air du temps qui réalisent des beaux projets. Est-ce que vous vous sentez en concurrence? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que, un peu comme des jeunes actrices, vous êtes parfois en compétition sur les mêmes projets? Déjà, j'aime pas jeune femme parce qu'on n'est pas que jeunes femmes et jeunes garçons dans cette génération. On nous catalogue beaucoup femmes, mais c'est pas un truc que j'aime trop. On est beaucoup donc de jeunes femmes et de jeunes garçons dans cette génération, et surtout il y a beaucoup de mecs aussi. On se connaît, ouais. Beaucoup de gens que j'apprécie beaucoup, et on est potes, pas tous évidemment, mais on s'entend bien. Non, moi je n'y vois pas de concurrence, parce qu'en fait, chacun a son style. Je pense qu'il y a un petit peu de place pour tout le monde. C'est aussi l'avantage d'avoir une petite agence, c'est que comme on n'a pas besoin de faire énormément de projets, ça va. Je pense que si j'avais une très grosse agence et qu'il fallait qu'on rentre 50 projets par an, je deviendrais un petit peu plus, un peu plus compète. Mais pour l'instant, non, on arrive à chacun trouver sa place. Et moi, je les recommande très souvent sur des projets qu'on ne peut pas faire. Je dis, appelez un tel ou une telle. Ils font du super boulot, ils sont bien. Et eux aussi, et réciproquement. On est en compète sur des projets. Nous, on ne fait pas beaucoup de compètes, mais c'est arrivé. Mais ça se passe bien. À partir du moment où c'est des gens que j'aime bien, dont j'aime bien le travail, j'ai aucun problème et puis au fait de perdre contre eux, parce que ça me pose pas de problème. Je serais très vexée de perdre contre quelqu'un. Un jeune débutant. Non, même pas, mais quelqu'un où je trouve son travail pas top, ça me vexerait un peu, j'imagine. Mais quand c'est des gens que j'aime bien, dont j'aime le boulot, même s'il est très différent du mien, ça me pose pas de problème. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier et le moins? Ce qui me plaît le plus, c'est le dessin, je pense. C'est ça, c'est dessiner des choses nouvelles. C'est le moment où on trouve pas, et puis un jour, ça y est, c'est bon. J'ai compris comment j'allais faire ma salle de bain, ça c'est top. C'est un moment qui est très agréable. Mais de rien, dans la partie déco aussi, quand on fait toutes les couleurs, les tissus, c'est assez marrant. On fait tous ensemble au bureau et c'est un moment sympa. J'aime beaucoup aussi, probablement mon moment préféré, surtout dans les hôtels, c'est le jour où on ouvre et où les gens s'installent. Et je me dis, ça y est. Parce qu'en fait, c'est quand même des immeubles qui sont vides pendant 3 ans. Vous regardez. Ouais. Bien sûr. Je suis là, les premières semaines, j'y vais tous les soirs. Et j'aime bien quand les gens s'approprient enfin le lieu. Pendant 3 ans, c'est des lieux qui ont été vides et c'est quand même hyper sympa. Et puis quand on voit les choses qu'on avait anticipées, on se dit, tiens, je vais mettre un truc ici, ça va être marrant, les gens vont se coller dans ce petit coin et clac, hop, les gens s'y mettent. Ou pas, c'est pas, ça marche pas forcément. Mais ça, c'est vraiment un moment hyper agréable. Et après, pour les moments plus désagréables, ça, il y en a beaucoup. Les chantiers, c'est dur. Les milieux de chantier sont très difficiles. Quand on voit qu'on va être en retard et qu'il n'y a pas de raison et qu'il va falloir être dur. Moi, je suis très dure sur les chantiers. J'ai le mauvais rôle, entre guillemets. On doit gérer les dépassements de budget et les dépassements de temps. Donc ça, c'est des moments qui sont très difficiles. Et aussi pour nous, un moment où on sature. On a envie que ça sorte de terre. C'est long. C'est long, les chantiers. Donc ça, c'est des moments qui sont difficiles. Voilà, ça, c'est peut-être le milieu de chantier est très dur. Le début est excitant. Le milieu est très dur et la fin est très dure mais excitante, donc ça va. Et justement, quand vous sortez d'un chantier, qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? Mais rien, c'est bien le problème. J'enchaîne avec un autre. Ça, c'est un petit souci. Non, parfois, je rêve un peu de décrocher. Je rêve un peu de souffler, pas tant pour l'inspiration, parce que j'arrive toujours à trouver du temps pour ça, mais prendre un peu de recul sur les choses. Et là, ça fait quand même 10 ans que j'ai monté cette boîte et que je suis dedans. Parfois, j'aimerais prendre un petit peu de recul, mais au moment où je me dis, ça y est, j'ai un petit trou, là, on n'a pas trop de chantier et tout ça, là, on me propose un projet qui a l'air trop cool et je peux pas dire non. Et du coup, j'en reprends pour 1 an ou 2. Donc, et c'est vrai que là, en ce moment, j'aimerais bien... là, on a pas mal de chantiers qui s'arrêtent cet été. Je voulais faire un petit peu de... Petit break. Ouais, pas un petit break, parce qu'on a des chantiers qui continuent, mais être un tout petit peu plus cool. Ouais. Sauf si on me propose un projet auquel je peux pas dire non. Mais c'est vrai que du coup, tous les projets qu'on nous a proposés ces derniers temps, j'ai tendance à me dire, j'attends vraiment d'avoir un truc exceptionnel. Sinon, pour faire d'autres trucs aussi, pour dessiner des meubles, pour
pour prendre un peu de recul, parce qu'on a vraiment la tête dans le guidon, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Côté plus perso, est-ce que vous nous diriez comment c'est chez vous? Est-ce que vous mettez la même énergie pour votre déco personnelle ou pas? Non, non, chez moi, c'est un labo permanent. Mon mec est suffisamment sympa pour me laisser le faire, je change tout le temps, je repeins moi-même, je machin. Ces derniers temps, j'ai mis un petit peu d'énergie pour refaire pas mal de choses qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas fonctionnelles. Donc là, c'est bien, mais j'y mets moins d'énergie, non. Ouais. Vous qui faites souvent des chambres, comment est votre chambre? Alors, ma chambre, elle a la tête de lit de l'Hôtel Paradis, des lampes des appliques d'Alightmaker, une boîte de luminaires américains. Et le designer de cette boîte est devenu un ami et j'aime énormément ce qu'il fait. J'ai acheté beaucoup de lampes et je continue encore aujourd'hui. J'ai toute une série de dessins de Malé Stevens en face de mon lit, des dessins d'architecture qui sont toujours assez inspirants. J'ai le Soleil de Balagan, là, édité par Vitra, de Girard, qui est un truc assez sympa. J'ai des rideaux de rubelli en tissu un peu marbré doré. Elle est assez bling en fait, ma chambre, maintenant que j'y pense. Je n'aurais pas osé. J'ai l'impression, vous me dites si je me trompe, vous êtes un peu girl power dans votre métier. C'est un terme un peu galvaudé, mais est-ce que dans la vie privée, vous l'êtes aussi, ce côté indépendant, décisionnaire, un peu peut-être autoritaire dont vous parliez sur les chantiers, ou est-ce que vous êtes différente, parce qu'on est tous différents dans nos métiers et dans la vie perso? Ou est-ce qu'il y a une base? Ouais, alors encore une fois, bon, girl power, tout ça, c'est pas trop mon truc, mais je suis entrepreneur, ça c'est sûr, donc ça va avec un certain nombre de responsabilités et je pense qu'on n'est pas entrepreneur par hasard. Donc oui, j'ai un côté, j'imagine, un peu petit chef. Dans ma vie personnelle, c'est dur à dire, il faudrait demander aux gens qui m'entourent. J'ai une personnalité forte, c'est une certitude. Après, mon mari a une personnalité très forte aussi, donc je ne peux pas dire que j'ai le dessus chez moi, loin de là. Et mon fils aussi. Donc, je pense qu'on a tous des personnalités assez présentes. Mais oui, je suis quelqu'un de très autonome, très indépendante, dans ce que ça peut avoir de difficile et aussi de rassurant. Je pense que je ne pèse pas trop sur les autres. Mais c'est sûr que voilà, je pense qu'on se lance dans l'entrepreneuriat pas par hasard. Il faut une personnalité qui va avec. Et en parlant de personnalité, quelles sont les grandes figures de la déco, du design que vous admirez ou qui vous ont influencé ou qui vous influencent encore? Plein et souvent des nouveaux. Forcément, Charles Henry Eames, une quantité d'architectes que j'adore. De toute façon, vous pouvez regarder les bouquins en bureau, Ouais. on voit assez bien. Quelqu'un comme Hills Crawford est quelqu'un de très intéressant aussi. Il y a énormément de gens que j'aime. Ray Meillon, je trouve hyper talentueux. David et Nicolas, qui sont des super designers. Il y a énormément de gens que j'admire et dont j'admire le travail. Ce qui est après compliqué aussi, c'est que je commence à les connaître aussi personnellement. Et alors après, il y a des gens avec qui j'ai plus ou moins d'affinité. Ah oui. Non, énormément de gens dont j'admire le travail. Vraiment. Et quel est le pire faux pas déco pour vous dans un intérieur? Alors, c'est une question qu'on m'a aussi beaucoup posée. C'est dur à dire. Parce qu'en fait, il n'y en a pas. Parce qu'en Ouais. fait, on dit jamais. Et en fait, j'avais dit jamais de violet. Et là, cette année, je mets du violet. Donc, comme quoi. Le faux pas, un peu, c'est le total look. On dira peut-être à notre époque. Même si ça s'est beaucoup fait dans les années 60-70. Peut-être que le total plastique ou le total fourrure, c'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup en ce moment. On essaye de beaucoup mélanger les styles et les époques. Mais encore une fois, peut-être que ça reviendra. Ouais. Peut-être que demain, on aura envie d'avoir des intérieurs qui seront monochromes, monomatériaux et monolumière. Donc je sais pas. Juste pour terminer, on va faire les questions à Watt 1000. Ce sont des questions très 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 légères, vous allez comprendre. Donc question à 2 euros. Est-ce que vous pouvez nous dire une bonne fois pour toutes comment on prononce votre nom de famille? Mélixon. Question à 11 euros, le prix d'une place de cinéma. On vous qualifie parfois de reine de la déco, qui est un terme un peu facile. Et vous nous parliez tout à l'heure de l'expérimental chalet à Verbier. Est-ce que vous préférez être la reine de la déco ou la reine des neiges? Ah ben, l'expérimental chalet, c'est pas moi qui l'ai fait, je vous ai dit. Mais oui. Ah d'accord. Donc vous Je êtes suis la reine de rien du tout, à mon avis, non. Je suis un perpétuel apprentissage. J'aimerais bien un jour, mais pour l'instant, j'en suis très loin. Question à 220 euros, le prix d'une petite robe noire chez Claudie Pierlot. Est-ce que vous préférez faire les soldes mode ou déco? Ah bah mode. Quand même. Non, on fait pas les soldes déco. Non. Ouais. Question à 1400 euros, le prix d'une barque confortable. Vous allez souvent à Venise pour le chantier Il Palazzo expérimental. Est-ce que vous n'avez pas le mal de mer avec toutes ces gondoles? Non, et c'est le truc le plus cool du monde, c'est que j'arrive à l'aéroport et là je prends un motoscafo et j'arrive en bateau systématiquement. Et ça me change la vie. C'est un vrai bonheur. Et question à 2000 euros, le prix d'un canapé en lin, on va dire. Est-ce que vous sentez que les gens ou vos amis ont la pression quand ils vous reçoivent chez eux? Pas du tout. J'espère pas. Non, vraiment pas. Merci beaucoup Dorothée. Je vous en prie. Merci à vous.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à laisser un commentaire sur iTunes ou sur la plateforme que vous utilisez, à suivre Décodeur sur Instagram, bref, à me faire des retours et surtout à en parler autour de vous. Merci et à la semaine prochaine.